tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons essayer de résoudre l'exercice énoncé dans la première partie de la réalisation d'une structure monoclinale. La dite vidéo contient une synthèse sur les notions que nous allons utiliser dans cet exercice. Pour la structure monoclinale, gardez en tête les réponses des questions suivantes. La première question, c'est comment peut-on reconnaître une structure monoclinale sur la carte? La réponse, c'est que les pendages sont dans le même sens. La deuxième question, c'est comment peut-on reconnaître le sens et la valeur du pendage d'une couche dans une carte? La réponse, c'est par l'utilisation des signes conventionnels de pendage ou bien la relation entre les contours géologiques et les critères topographiques. Les critères que nous allons utiliser pour déterminer la structure dépendront des données disponibles sur la carte. Voici la carte et le profil topographique sur lesquels nous allons travailler. Ce qui est demandé, c'est la détermination de quelle structure s'agit-il et de justifier, et également de construire la coupe géologique qui est tracée sur la carte. Dans les exercices de la cartographie, je vous conseille de commencer par la lecture de la légende, ceci afin de déterminer les terrains les plus anciens et les terrains les plus récents. Au niveau de la légende, les terrains les plus anciens sont toujours vers la base, à l'exception des terrains magmatiques et métamorphiques qui ne respectent pas les lois de superposition, et par conséquent, on doit faire appel à d'autres lois, par exemple la loi de recoupement. Dans notre exemple, ce sont des terrains sédimentaires formés par des calcaires et des grès. Donc la couche la plus ancienne, c'est les calcaires avec une épaisseur de 500 mètres qui sont représentés par une couleur orange dans la carte et une notation G1. Et la couche la plus récente, c'est également des calcaires avec une épaisseur de 350 mètres et qui sont représentés par une couleur verdâtre sur la carte et une notation C3. Une fois que j'ai déterminé la succession des couches, je passe à la détermination de la structure. Est-ce qu'il s'agit d'une structure qui est tabulaire, une structure monoclinale ou bien une structure plissée? Dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il faut commencer par l'observation des signes de pendage qui sont sur la carte ou bien l'intersection des courbes de niveau avec les contours géologiques. Dans cette carte, nous n'avons pas les courbes de niveau, mais rien qu'en observant les pendages qui sont dans le même sens, je peux dire que c'est une structure monoclinale. La direction des couches est indiquée par la partie sommitale de T qui est presque parallèle à la direction nord-sud. Donc la direction, c'est globalement nord-sud. Le pendage est indiqué par la valeur 20 degrés à côté de ce segment qui est long. Donc la réponse de la première question, c'est une structure monoclinale car les couches ont le même pendage de 20 degrés vers l'est. Pour dessiner la section de terrain en profondeur, nous allons projeter les contours géologiques dans le profil topographique, c'est-à-dire la projection du mur et des toits qui sont en intersection avec la ligne de la coupe. Dans cet exercice, je vais vous montrer des méthodes pour dessiner la coupe, mais vous pouvez la dessiner avec une seule méthode. Les méthodes que nous allons utiliser sont premièrement l'utilisation des deux points de la même limite, deuxièmement l'utilisation de la valeur et le sens du pendage, troisièmement l'utilisation de l'épaisseur et le sens du pendage, et quatrièmement l'utilisation de l'épaisseur. Une règle fondamentale est à respecter lorsque les données le permettent, c'est qu'il faut commencer par dessiner la couche la plus récente, puisque les autres couches doivent se mouler sur elle, c'est-à-dire que le tracé des couches en bas dépendra du tracé de la première couche qui est la plus récente. Commençons par le cas où nous allons utiliser les deux points de la même limite, c'est-à-dire du même contour géologique. Tout d'abord, je vais commencer par la couche la plus récente qui est la couche C3 qui se situe en haut de la légende. Je repère les deux points de la limite et ensuite je vais essayer de les projeter sur le profil topographique. Je prends mon premier point, je le projette, je prends le deuxième et je le projette également. Comme vous pouvez le constater,
ce contour géologique réunit les deux points, donc sur la coupe, j'ai le droit de les relier par une ligne rectiligne, sauf si j'ai une indication contraire sur la carte. Dans ma carte, j'ai juste un seul pondage qui est de 20 degrés vers l'est, donc j'ai le droit de tracer une ligne qui est rectiligne. Pour l'autre intersection, ici, c'est la limite inférieure de la couche également, donc j'ai le droit, si je n'ai pas une perturbation par faille ou bien par un plissement à ce niveau, j'ai le droit de mettre ou bien d'imaginer une ligne virtuelle avant l'érosion. Ça veut dire que la limite était à ce niveau. Même je peux continuer le tracé d'une manière rectiligne pour tracer la limite inférieure sous la couche C3. Et automatiquement, j'ai respecté la valeur de 20 degrés vers l'est. Et si vous mesurez par le rapporteur d'angle dans n'importe quel point à ce niveau, vous allez obtenir la valeur de 20 degrés vers l'est. Par la première méthode, la limite verte tracée à ce niveau correspond à la fois à la limite inférieure de la couche C3 et la limite supérieure de la couche C2. Et dans la deuxième méthode, nous allons essayer d'appliquer les valeurs de pondage déduites à partir de l'observation de la valeur du pondage au niveau de la couche C2 qui est de 20 degrés vers l'est. Pour ce faire, utiliser le rapporteur d'angle dans la limite inférieure de la couche C2, puis dessiner une ligne qui est rectiligne en respectant la valeur de 20 degrés du pondage. Et j'ai le droit de tracer une ligne qui est rectiligne car j'ai juste un seul pondage qui est vers l'est. C'est un pondage qui est monotone. Donc je n'ai pas une indication contraire sur la carte. Et pour vérifier, si je projette la limite inférieure à ce niveau, vous allez constater qu'il est sur place. Et pour la troisième intersection, de la même manière, je peux imaginer une ligne qui est rectiligne, je trace la continuité, ou bien je peux utiliser également la valeur de 20 degrés vers l'est. Et dans les deux cas, j'ai respecté l'épaisseur de la couche qui est constante le long du toit et le mur, et j'ai respecté également la valeur de 20 degrés du pondage qui est vers l'est. La troisième méthode est l'utilisation de l'épaisseur de la couche et le sens du pondage. Premièrement, afin de reporter l'épaisseur d'une couche qui est notée ici au niveau de la légende entre parenthèses, je dois faire une conversion de la valeur réelle à la valeur à utiliser sur la coupe. Sur la carte et dans la coupe, nous avons 1 cm est égal à 500 mètres sur le terrain et l'épaisseur qu'on cherche à représenter sur la coupe, son équivalent c'est 150 mètres en réalité. Et en utilisant la règle des 3, j'obtiens la valeur de l'épaisseur à représenter sur la coupe qui est égale à 0,3 cm, c'est-à-dire c'est 3 mm. Je reviens sur la coupe pour projeter mes deux limites et ensuite je trace le cercle dont le rayon c'est l'épaisseur de la couche et le centre c'est la projection de la limite supérieure. Et par la suite, je trace la tangente de ce cercle qui passe à travers la limite inférieure. Et vous constatez que j'ai respecté l'épaisseur qui est constante le long du toit et le mur. Et si je projette l'autre intersection, vous allez constater qu'elle est sur place. Et pour la troisième intersection, de la même manière, je peux imaginer une ligne qui passe donc à travers cette limite et je continue le tracé vers l'intérieur de la coupe, ou bien je peux utiliser la même méthode en traçant le cercle et puis je trace la tangente. Dans les deux cas, j'ai le même résultat, la même épaisseur qui est égale à 150 mètres le long du toit et le mur. Ici, vous mesurez par le rapporteur d'angle, vous allez obtenir une valeur qui est égale à 20 degrés vers l'est. Pour la dernière couche, puisque nous n'avons pas les deux points de la limite inférieure qui affleurent en surface, nous allons tracer une ligne qui est parallèle, qui se situe à une distance qui est égale à l'épaisseur
de la couche à partir de la limite supérieure. Mais tout d'abord, je dois faire la conversion que j'ai expliquée précédemment. 1 cm sur la carte et sur la coupe, son équivalent c'est 500 mètres sur le terrain, et l'épaisseur à représenter sur la coupe, son équivalent sur le terrain, c'est 500 mètres que j'ai ici à côté de la légende. Et en utilisant la règle des 3, j'obtiens une valeur de 1 cm que je dois représenter sur la coupe. Pour cela, j'ai besoin d'utiliser l'équerre pour tracer ce segment dont la longueur est égale à 1 cm. C'est l'équivalent de l'épaisseur de la couche. Ensuite, je trace une ligne qui est parallèle à la limite supérieure et cette ligne correspond à la limite inférieure. Comme vous pouvez le constater, j'ai respecté l'épaisseur de la couche qui est constante le long du toit et le mur. Ici, vous mesurez par le rapporteur d'angle, vous allez obtenir une valeur de pondage qui est égale à 20 degrés vers l'est. Une fois que j'ai terminé le tracé des limites, je passe à la mise en forme de la carte. J'ai besoin de mettre un titre pour la coupe qui correspond généralement au titre de la carte et l'échelle de la carte. Ensuite, je dois donner l'orientation et les lettres qui indiquent les extrémités de la coupe. Je note le point B qui est de côté est et je note le point A qui est de côté ouest. Ajouter l'échelle en 2 composantes, une composante verticale et une composante qui est horizontale. Dans une coupe qui est normale sans exagération, nous avons la même échelle de la carte, c'est-à-dire 1 cm et l'équivalent de 500 mètres en réalité. Je n'ai pas encore terminé ma coupe car il me reste à remplir ces zones. Sur une carte géologique, les formations géologiques sont représentées par des couleurs et des notations, mais dans une coupe géologique, on leur affecte des figurés. Les figurés sont des motifs attribués aux formations géologiques dans une coupe. Ils sont conventionnels, c'est-à-dire unifiés à l'international pour faciliter la lecture de n'importe quelle coupe entre les chercheurs. Voici quelques exemples des figurés. Par exemple, les calcaires sont représentés par des rectangles, les argiles et les marnes sont représentés par des tirets. Par exemple, les roches intrusives acides, comme exemple les granites, sont représentés par des plus. Le dessin des figurés doit être réalisé soigneusement en rapport avec les limites des couches, parallèlement ou bien perpendiculairement, et non pas par rapport à l'horizontale de la coupe. Dans la figure A, vous observez que nous n'avons pas respecté la règle car les figurés dessinent un angle avec les limites des couches, et ce cas n'est valable que dans le cas des discordances, et ce n'est pas le cas ici, et la représentation donc est incorrecte. Dans la figure B, vous observez que nous avons respecté le parallélisme des figurés avec les contours géologiques ou bien les limites des couches géologiques, et c'est la bonne représentation. Les couches sont plissées et les figurés donc doivent être dessinés en suivant le plissement. Dans notre cas, si on veut tracer les figurés, on doit suivre la structure monoclinale qui est vers l'est. Par exemple, commençons par la couche la plus récente qui correspond à des calcaires, donc on doit mettre dans cet endroit le figuré des calcaires. Et pour tracer ce figuré, je peux le tracer en dessinant des lignes qui sont minces et parallèles par rapport à la limite inférieure de la couche. Et ensuite, je peux tracer des lignes qui sont perpendiculaires et je dois respecter la distance entre ces lignes qui sont perpendiculaires. À travers ce que je viens d'expliquer, la représentation que j'ai devant moi est une représentation qui est fausse car je n'ai pas respecté la règle qui dit que les figurés doivent suivre les limites des couches géologiques. Ici, j'ai un angle entre le figuré et la limite. Donc j'ai tracé le figuré à l'horizontale, mais la structure est inclinée.
Ce cas n'est possible que dans le cas des discordances et ce n'est pas le cas dans notre exemple. Donc cette représentation est fausse. La représentation qui est juste, c'est celle-là où nous avons les figurés qui suivent les limites des couches géologiques, car c'est une structure qui est inclinée vers l'est. Cette représentation est juste, mais si je regarde au niveau de la légende, vous observez que nous avons trois couches, la couche G1, C2 et C3, qui sont représentées par le même figuré, et ce n'est pas évident, surtout lorsque vous avez plusieurs couches. Dans notre cas, nous avons juste 4 couches et c'est facile de lire la coupe. Et pour résoudre ce problème, j'ai deux choix. Le premier, c'est soit je garde les figurés avec la même taille et je rajoute les couleurs des formations utilisées dans la carte sur ma coupe, ou bien je change la taille des figurés pour distinguer entre ces trois formations dans la coupe géologique. Et généralement, c'est cette représentation qu'on utilise. Et comme ça, on est arrivé à notre objectif qui est la construction d'une coupe géologique d'une structure monoclinale avec des motifs pour distinguer la lithologie. Par exemple, on peut distinguer les calcaires des grès et nous avons utilisé des motifs de taille différentes pour distinguer les mêmes lithologies d'âge différentes. Par exemple, nous avons distingué entre la formation G1, C2 et C3. Et dans la deuxième coupe, nous avons utilisé des figurés et les couleurs attribuées aux formations dans la carte géologique. Ce tutoriel arrive à son terme. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter par email. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Et à très bientôt.